spécial Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec une invitée exceptionnelle, Brigitte Hérault, et son livre Un chemin de femme. Bonjour Brigitte Hérault. Bonjour. Un jour, une vie. Votre chemin de vie, votre chemin de femme qui nous fait voyager dans votre livre passionnant. Un chemin de femme. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelqu'un que vous aimez bien, un chanteur qui s'appelle Yves Dutheil, qui m'a envoyé un courrier pour vous. Oh, magnifique. Oui. Pour votre anniversaire, vous êtes de juin, je pense. Le 10, oui. Oui, on n'est pas loin, hein? On n'est pas loin, oui. Donc je lui ai dit, ça tombe très bien, Brigitte va être très heureuse. Mais c'est super. Ce courrier résume votre livre et résume votre vie. C'est très court. Pour Brigitte Hérault, apprendre, à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé. Il a le monde à sa portée. À votre beau chemin de femme, à Brigitte, en toute amitié solidaire. Yves Dutheil. Voilà, je vous offre ça. Et puis, comme c'est bientôt votre anniversaire, bien, on n'a pas oublié la bouteille pour fêter ça avec Jean-Marc. Voilà. Gentil, merci beaucoup. Je suis très émue de ce magnifique cadeau. Merci. Alors, votre voyage, il commence en juin dans une petite commune, à Molévrier, une petite fille qui sourit à la vie, c'est vous. Quelle a été votre enfance au cœur des Bauges? C'est une enfance caractéristique du milieu rural, hein, une enfance heureuse, une enfance... Pauvre? Pauvre. Disons que nous n'avions pas beaucoup de moyens financiers, mais nous n'avons jamais eu faim puisque nous avions le jardin qui nous nourrissait. Mon père était petit agriculteur, locataire d'une ferme de 50 hectares. Oui. Et en fait, j'ai pu vraiment profiter quand même de cette jeunesse parce que j'étais entourée de cousins et de cousines germaines qui faisaient vraiment la fête tous les dimanches. La famille. La famille, parce que c'est une famille de 10 enfants. Et vraiment, il y avait cet esprit de famille qui, pour moi, a été vraiment constitutif de ma propre personnalité et j'y suis restée attachée toute ma vie. La marque Donc, de votre vie. Oui, une enfance assez insouciante. Mais malgré tout, avec quand même pas mal de lacunes que j'aurais à récupérer plus tard, parce que voilà, il n'y avait pas la culture, il n'y avait pas l'ouverture forcément sur le monde extérieur, mais il y avait l'amour. C'est beau. C'était essentiel. C'est beau. C'est vrai que cette époque était heureuse généralement. Il y a eu avant des malheurs, des grands malheurs, mais elle était quand même heureuse. C'était l'après-guerre, bien sûr. Oui, voilà. Donc effectivement, on était vraiment... on profitait de la vie. Ouais. Et la famille, c'était le lien. Dites-moi... dans votre landau, vous avez eu une visite inhabituelle aussi. Oui, mon mari, celui qui allait devenir mon mari, est venu me voir. Lui avait 6 mois de plus que moi, il était dans son landau. Ah. Et donc, nos parents étaient amis. Et du coup, évidemment, les parents de Jean-Marc sont venus apporter leurs félicitations à la jeune maman qui venait d'accoucher. Ouais. Et ça a été notre première rencontre. Dites donc, Brigitte dans le landau, Jean-Marc dans le landau, vous vous êtes fait coucou? Non, peut-être pas. Bon, 6 filles dans la famille? 5 filles. 5 filles, ah oui. 5 filles et nous ne sommes plus hélas que 3 puisque j'ai eu la douleur de perdre 2 sœurs d'un cancer. Ouais. La maison, c'était les 4 moulins, c'est bien ça? Oui, la ferme s'appelait les 4 moulins, à la sortie du bourg de Molévrier. Oui, c'est une belle expression, les 4 moulins. Vous étiez le garçon manqué? C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé sur ce sujet-là parce qu'en fait, mon père, qui était donc agriculteur, aurait aimé avoir un garçon pour reprendre la ferme. Ah, oui. Et moi, je suis arrivée, donc la deuxième des filles, et il a été extrêmement déçu à ma naissance. Et je pense que ça a conditionné un peu inconsciemment ma frustration, la sienne que j'ai intégrée
moi-même. Et du coup, j'ai mis les bouchées doubles pour réparer cet affront que je lui faisais d'être une fille et non pas le garçon qui l'attendait. C'était pas un affront. Puis vous l'avez aidé à garder les vaches, il y avait les vendanges, il y avait plein de choses. Oui, à planter les betteraves, à ouais, les choux. Ça vous plaisait, ça? Ouais. Oui, j'aimais bien, finalement. C'était le contact avec la nature. Ah, puis ça, disons, c'est vrai qu'on est près de la nature, c'est vrai, mais aussi, aussi près de la solidarité, parce que solidarité envers la famille. Il y avait même les pommes de terre qu'on ramassait à l'époque, le tabac. Oui, on enfilait les feuilles de tabac pour les mettre à sécher. Oui, ouais, c'est ça. On appelait les manocs, c'est ça, non? Ah, je ne sais pas, non. Non, vous savez pas, non. Ouais. J'ai connu ça également. Puis garder les vaches. Oui, ça c'était quand j'étais vraiment toute petite, pour les empêcher d'aller brouter la luzerne à côté. Et après, évidemment, il y a eu les clôtures électriques, donc il n'y avait plus besoin. Bon, puis après, ça a été la rencontre à l'école avec Sœur Louis. Oui, pas facile, hein? À la maternelle, mon Dieu. Déjà. C'était vraiment l'éducation traditionnelle et pour peu que vous ayez l'audace de parler à la voisine, vous étiez rappelé à l'ordre par un coup de règle sur les doigts. C'était vraiment très dur. Il y avait encore le bonnet d'âne. Hein. Ah ouais, vous avez eu droit, non? Oui, je pense. On ne va pas le répéter. Je pense comme... près de tout un chacun ou presque. Sœur Louis, c'est la vie paysanne aussi, votre vie là-bas avec les fêtes religieuses, les processions. Les fêtes religieuses scandaient la vie effectivement à l'époque, surtout dans les Mauges rurales, à la tradition vraiment catholique. Quoi. Les rogations, les fêtes de Dieu, la messe de minuit, tout ça, c'était la nature aussi là-bas. Ce sont de bons souvenirs. Ce sont de bons souvenirs parce qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions à travers ce partage quand nous faisions les chemins de fleurs pour la fête de Dieu, par exemple, pour le promener l'ostensoir. C'était à qui aurait dans son quartier la plus jolie décoration. Donc effectivement, c'était des challenges pour nous, petites filles, et nous aimions ça. Et le père missionnaire qui revient au pays aussi. Oui, des grands moments. Oui, absolument, des grands rassemblements religieux. Oui. Eh bien, cette vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont partagé ce que vous avez vécu et c'était une belle vie, une vie heureuse. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec une invitée exceptionnelle, Brigitte Hérault et son livre Un chemin de femme. Alors, 12 ans, Brigitte Hérault, 12 ans et en pension à 30 km avec les religieuses. Alors, c'était pas facile ça non plus. Hein. En pension à la salle de Vier, oui, dans une congrégation, tenue par une congrégation religieuse. Ah oui. En uniforme, non? Oui, bien sûr. Ah oui. Déjà, ça, on parlait tout à l'heure du niveau de vie. Pour moi, ça a été un problème, cet uniforme. Et je pense que la congrégation religieuse ne s'en rendait pas compte, mais pour des gens qui avaient des petits moyens financiers, acheter cet uniforme représentait un coût prohibitif. Et évidemment, ça m'a donné aussi mauvaise conscience par rapport à mes parents qui faisaient cet effort financier. Et je n'ai pu aller dans cette pension que parce que j'ai passé un concours pour avoir des bourses. Et ça s'est passé comment le départ? Ce sera la même chose pour la faculté après. Eh bien, c'était difficile parce que moi, j'arrivais, petite fille, très audacieuse et peut-être un petit peu trop impétueuse. Ça veut dire quoi, ça, audacieuse? Eh bien, par exemple, je me souviens avoir été... on avait des cours de solfège et la religieuse qui nous assurait ces cours était un peu barbante, pour dire les choses un peu de façon vulgaire. Et du coup, j'en profitais pour discuter avec ma voisine. Et je me suis fait évidemment alpaguer par cette religieuse qui me dit « Mademoiselle Terrien ». Cessez vos bavardages. Et moi, j'ai l'affront de la regarder dans les yeux et je ne veux pas baisser les yeux. Oh. Mademoiselle Terrien, je vous ferai baisser les yeux. Et je n'ai pas obtempéré. Évidemment, j'ai eu une grosse punition. Mais c'est de dire que j'avais cet esprit rebelle et que je l'ai eu pendant tout le premier trimestre. Vraiment, j'étais super cool et je ne travaillais pas beaucoup, si bien que
quand j'ai reçu mon bulletin trimestriel à Noël, mon père qui était là, qui était venu me chercher, prend connaissance de ce bulletin et me voit, je ne sais plus, j'étais peut-être à 3 ou 4 places avant la fin de Ah oui, de la quand même, liste. oui. Et il devient blanc, il me regarde et il me dit, ma petite fille, crois-tu qu'on se serre aux 4 veines pour avoir ce résultat-là? Et du jour au lendemain, j'ai changé complètement d'attitude et je me suis moulée dans le moule qu'on attendait de moi. Ouais. Et j'y ai perdu un peu de ma spontanéité, c'est certain. C'était le déclic. Puis aussi, il y avait quelqu'un de bienveillant à côté de vous, le grand-père terrien que vous aimiez. C'était un passeur de vie, lui. Grand-père terrien, oui, a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. D'abord parce que nous étions en cohabitation à l'époque. Il vivait dans la ferme à côté de nous, quoi. Et donc, il était très proche. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, qui avait été à l'école jusqu'à 12 ans, mais qui était extrêmement ouvert. Et il aimait la lecture, il avait découvert la lecture par lui-même. Et il a eu vraiment toujours ce souci d'être ouvert sur l'actualité. Et je pense que, je le dis dans le livre, à un moment donné, mon attachement à la politique vient quelque part des discussions qu'il animait tous les dimanches avec tous ses enfants qui venaient nous rejoindre donc à la ferme. Et il titillait les uns les autres, il était d'esprit voltairien et voilà, il aimait bien se confronter les différentes opinions de ses enfants. Et vraiment, c'était quelqu'un qui m'a formé quelque part. Mais il vous aimait beaucoup. Oui. Avec votre tempérament volcanique. Oui. Et puis en plus, je dois dire il a lui-même écrit ses mémoires. Ah oui. Et il les a écrits évidemment à la main. À l'époque, il n'y avait pas de machine à écrire. Et c'est un témoignage qui est assez bouleversant parce qu'il reprend tout ce chemin, lui aussi, de vie. Et c'est vraiment très instructif sur la mentalité de l'époque, mais aussi sur toute la façon, les mœurs agricoles, sur... Alors, vous, à 14 ans, vous vous échappez quand même. Il y a les fêtes foraines, il y a la mobilette jaune, il y a salut les copains. J'ai cet esprit d'indépendance et quelquefois, évidemment, je me frotte dur avec ma maman, puisque ces questions-là étaient réglées avec la maman et pas le papa, qui lui était, dans ses travaux des champs, était complètement extérieur à l'époque à l'éducation. Enfin, il nous semblait extérieur à l'éducation. Il y avait une répartition des rôles très stéréotypée. Et donc, les autorisations de sortie n'étaient pas toujours ce que j'aurais aimé qu'elles soient. Mais malgré tout, effectivement, je gardais mes amies de Maulévrier qui étaient elles aussi issues de milieux ouvriers ou paysans. Et avec elles, je continuais donc à aller, bien qu'étant en pensionnat, le dimanche, je continuais à rester branchée avec elles et à courir effectivement ce qu'on appelait les assemblées, les fêtes foraines. Alors on disait à maman, on disait pas je vais à la surprise party, on disait je vais voir les copines, c'est ça? C'est un peu ça. Oui. Alors, on arrive à mai 68 aussi. Oui. Et alors, ça se passait comment pour vous, les barricades? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Jean-Marc, lui, était sur les barricades, il faisait partie du comité lycéen. Mais moi, au contraire, j'explique toujours dans le livre que nous avions acquis de haute lutte le droit de regarder les informations à la télévision. C'était quand même quelque chose, parce que l'éducation des religieuses était extrêmement stricte et concentrée sur les études, et il fallait aucun objet de distraction. Et donc, à force de revendiquer, nous avions obtenu cette autorisation et elle nous a été enlevée au moment de mai 68 parce qu'il ne fallait surtout pas que nous soyons contaminés par les idées révolutionnaires, le diable rouge. Ah, c'était Jean-Marc le diable? Non, parce qu'à l'époque, en plus, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Bien sûr que je le connaissais comme Maulévray, mais nous n'étions pas du tout encore ensemble. D'accord. Il y a un gros drame, c'est-à-dire la ferme des 4 Moulins est à vendre à la mort de papa. Oui. Et alors, comment ça se passe dans la tête d'une petite... C'est un saut dans le temps, parce que nous sommes en 2000... Oui. C'est 2016. Oui. Ça se passe comment dans la tête d'une petite fille? Je ne suis plus petite fille, là, puisque j'étais adulte. C'est à la mort de mon père, qui est mort en 2016.
Donc, c'est difficile parce que je savais combien cette terre était liée à lui, combien il avait sué sang et eau pour en tirer le maximum de profit. Et effectivement, au moment de la vente de cette ferme, j'ai eu beaucoup de chagrin. Ouais, c'était une perte considérable. Oui, oui. Ouais. On va retourner à l'église maintenant, évidemment, à l'église de Montlévrier avec la messe du dimanche où Jean-Marc est là. Alors, vous l'avez remarqué déjà? Oui, je le remarque à un moment très précis. C'est assez étonnant. Ça vient comme un coup de foudre, en fait. Il est en train de jouer, parce qu'il tenait l'orgue de Montlévrier pendant la messe. Ah oui. Et évidemment, il accompagnait les chants religieux, mais à la fin, il était un peu libre de jouer ce qu'il avait envie de jouer. Et il joue Whiter Shade of Pale des Procol Harum. Ah, bien. Et en fait, là, je me dis, mais je ne sais pas, j'ai une révélation. Il n'est pas comme les autres. Et oui. Et après, voilà, on a commencé à se rapprocher et on a milité ensemble au MRJC, le Mouvement Rural de la Jeunesse. Oui. Et vous étiez responsable là-bas? Oui, chacun a pris des responsabilités. Moi, au niveau de la branche étudiante pour le département et lui pour la région. Déjà, il avait une petite longueur d'avance sur moi. Oui, mais enfin, bon, vous étiez pas mal non plus. Hein. Par amour, qu'est-ce qu'on ferait pas aussi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mais c'est bien de concilier à la fois l'engagement et l'éveil sentimental. C'est pas mal. Et vos années universitaires à Nantes, ça se passe comment? Je commence d'abord par la Cato à Angers. Oui. 2 années à la Cato parce que justement, mes parents me disent, écoute ma petite fille, si tu veux continuer tes études, libre à toi, mais tu te débrouilles pour les financer toi-même. Et donc, j'apprends que la Cato lance un concours pour avoir des bourses. Et grâce à ces bourses, j'ai pu m'inscrire à la faculté catholique de l'Ouest. C'est déjà une référence, la Cato. Oui, j'ai été contente de mon sort. Il n'y a pas de souci. C'est bien, ce chemin. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec une invitée exceptionnelle, Brigitte Hérault et son livre Un chemin de femme. Alors Brigitte, vient le grand moment, le mariage. Le mariage à Montlévrier, le mariage à l'ancienne, c'est ça? Oui, comme nous étions en plus tous les deux responsables au MRJC, en fait nous avons eu droit à une messe concélébrée, donc c'était quelque chose de très, très solennel et en même temps très fidèle à ce que nous étions, puisque nous avons pu faire passer nos messages religieux bien sûr, mais aussi sociaux à travers les différentes prises de parole. Ouais, c'était bien parce que les invités allaient voir les cadeaux. Oui, après la messe, c'est bien, je ne sais pas, c'était la tradition en tout cas. C'était assez curieux, je trouve, parce que non seulement il fallait faire l'étalage des cadeaux, mais il fallait mettre le nom de la personne qui avait offert le cadeau. On voulait bien être généreux, mais on voulait que ça se sache. Ah, c'était comme ça. Et je trouve que là, ça pouvait mettre en difficulté ceux qui avaient moins de moyens. Mais bon, c'était la tradition, donc voilà, je suis passée par là. Bon, et la soupe à l'oignon? Oui, quand même. Ça c'est vraiment les traditions rurales. On devait choisir un endroit pour notre première nuit qui soit inconnu des autres. Et donc, c'était comme un jeu de piste. On partait un petit peu avant le reste des jeunes, parce que c'était les jeunes qui accompagnaient. Et donc, ils devaient nous retrouver et nous apporter ce qu'on appelait la soupe à l'oignon. Et voilà, c'était quelque sorte une façon de terminer la fête ensemble. Mais c'est bizarre un peu quand même comme tradition, mais bon. Oui, mais du moment qu'il y a de la joie et du bonheur. Oui, absolument. Voilà. La spontanéité. On va se retrouver aussi en Bretagne, Saint-Herblain. Hein? Saint-Herblain est en Bretagne pour vous. Là, le sillon de Bretagne. Au sillon de Bretagne. J'ai dit.
Sillon de Bretagne, oui. Alors, c'est donc notre première affectation. On a eu la chance, puisque nous étions, on ne l'a pas dit, mais après avoir passé le concours des bourses, donc pour pouvoir être à la faculté, j'ai aussi pu passer les IPES, qui était en fait un concours qui nous permettait d'avoir le statut d'élève-professeur. Si bien que nous avions un salaire. Et en tant qu'élève-professeur, le rectorat nous attribuait un logement dans un HLM. Il y avait quelques logements qui étaient réservés par le rectorat. Et on nous attribue ce logement au Sillon de Bretagne, qui n'était encore pas terminé. La grande tour n'était pas terminée. Nous logions sur l'aile de Langevinière. Et nous y avons connu cette année de bonheur vraiment extraordinaire. C'était nos débuts de jeunes mariés et tout était à construire. Et alors vous dites dans votre livre, ça m'a beaucoup étonné, nous allons apprendre la vie de couple. Oui. Et alors? Oui, parce que c'est pas évident de se frotter à l'autre. Il faut faire quelques concessions, etc. Et donc, on a décidé de ne pas avoir d'enfants avant 3 ans de mariage, de façon à prendre justement vraiment nos habitudes de couple, de sortir avec les amis, etc. Et au bout de 3 ans, Isabelle est née. Elle est sortie soirée Calandos, sauciflard. Là, ça m'a étonné parce que la bouteille de rouge... C'était du Père Julien. Ah, c'est du Père Julien. Jean-Marc qui roule la cigarette et vous fumez la pipe. Oui. Ben oui, c'était mon esprit un peu rebelle. Ah, aussi. J'avais l'impression d'être plus féministe avec une pipe à la bouche. Mais c'était des bons moments quand même. C'était des bons moments. Et vous savez que ces amis avec lesquels donc, nous faisions ces fameuses soirées Calandos sont restés des amis fidèles et que nous voyons toujours 50 ans, 60 ans, que dis-je après. Et c'est vraiment des moments exceptionnels. Et quand il y a eu des coups durs dans la vie politique, nous savions qu'eux étaient là et qu'il n'y avait pas de rapport de force, pas rien du tout, que c'était l'amitié pure. Et ça nous a énormément réconfortés. Et quelque chose qui m'étonne chez vous, c'est beau. C'est beau quand je vous vois, c'est vraiment, on est envahi. C'est votre sourire. Il a toujours été comme ça, votre sourire. Il envoie des choses, il envoie du bonheur. Oh, c'est gentil. Il n'est pas fabriqué, ce sourire. Ah non, non, non. Non ? Non, non. Je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste et assez positif. Et voilà, je prends la vie comme elle vient. Oui. Heureusement, parce que c'est vrai que ça a été un chemin qui a été quelquefois semé d'épines avec quelques ornières. Et donc, c'était bien de pouvoir garder le sourire. Et ça vous a aidé parce qu'en 1976, vous êtes professeur dans 2 collèges et vous dites comme ça, j'aime allumer des étoiles. C'est beau. J'aime allumer les étoiles dans le regard des enfants. Oui, quand ils découvrent le plaisir de la langue, de l'écriture ou de la lecture. Et c'est vrai que je sais que, j'ai toujours été convaincue que l'école était le lieu de l'émancipation. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu, je l'explique bien dans le livre, rester fidèle, on est à Radio Fidélité, rester fidèle à ce public scolaire défavorisé, puisque c'était en zone d'éducation prioritaire, à Bellevue, Saint-Herblain. Et je pense que ces enfants ne trouvaient pas cette culture dans leur milieu familial. Ils trouvaient autre chose, bien évidemment, ou une autre forme de culture, mais pas la culture traditionnelle et classique. Et donc, j'étais là pour éveiller un petit peu ces consciences et leur donner confiance dans la vie. Mais ce sourire, il vous a aidé, il les a aidés aussi. J'espère. Je passais quand même pour une prof un peu sérieuse, un peu et exigeante, mais juste. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que vous dites aussi, je vais au travail, la joie au cœur, on travaille la pâte humaine avec les bonheurs et les malheurs. Oui. Ça résume votre parcours ? Oui, c'est vrai. Et il faudrait rajouter aussi avec le soutien du travail en équipe. Parce que comme nous avions des conditions de travail, d'enseignement un peu difficiles, parce qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas motivés et qui essayaient toujours de nous provoquer, évidemment, nous avions parfois affaire à des enfants rebelles et qui ne respectaient pas les règles. Et donc, c'était parfois difficile. Mais en même temps, nous étions vraiment un corps d'enseignants soudés et solidaires. Et ça nous aidait à
effectivement mieux encadrer ces enfants difficiles. Mais vous dites aussi c'est un travail très théâtral et très physique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben oui, parce que surtout toujours avec ce public un petit peu qui est pas forcément, qui n'a pas d'appétence forcément pour les études, en fait, il fallait aller les chercher en permanence. Vous n'étiez pas autorisé à avoir 1 minute d'absence, de rêverie ou autre. Il fallait vraiment aller au contact physique carrément avec les enfants. Et ce contact physique passait par le regard, par le sourire et aussi par l'autorité. Vous avez innové aussi parce qu'avec les élèves, il y avait des visites à la ferme, à l'Assemblée nationale. Il y avait des visites, oui, il y avait des sorties, parce qu'en fait, ces enfants se rassurent en étant dans leur quartier et en restant dans leur quartier. Et moi, j'avais envie qu'ils apprennent les codes pour les aider dans la vie courante, mais qu'ils découvrent d'autres univers. Et notamment, par exemple, nous avions ce qu'on appelait des projets d'action éducative qui permettaient cette ouverture sur l'extérieur, qui permettaient de les emmener dans les lieux de la République, que ce soit à la mairie, que ce soit au Conseil général, que l'on dit maintenant Conseil départemental, ou que ce soit à l'Assemblée nationale. Je leur ai fait rencontrer, par exemple, Christiane Taubira, et ça a été au moment du vote de sa loi. Et ça a été un grand moment, quoi. Et ce sont vos idées, là. Bien sûr, mes idées et celles de mes collègues avec qui je travaillais. Oui, mais c'est vous avez été un lanceur d'idées. J'impulsais un petit peu, oui. Oui, beaucoup. Oui. Ah, c'est un parcours merveilleux, votre chemin. Si, quand même. Oui, je ne sais pas. Bon, dit comme ça, évidemment, tout semble magnifique. Oui. Mais il y a aussi eu, quelquefois, des difficultés rencontrées. Quand on n'arrive pas, justement, à remettre un élève dans le droit chemin, c'est aussi vous avez des histoires sur ça, qui vous ont marqué avec un élève ou une élève? Oui, je vais rester discrète, mais par exemple, je me souviens d'une enfant qui m'avait dit avoir été... j'avais compris dans sa rédaction qu'elle avait subi des violences sexuelles. Ouais. Et en fait, elle se scarifiait. Donc et j'avais été trouver la direction pour le dire, pour savoir quelle attitude adopter par rapport à cet enfant-là. Et à l'époque, on n'avait pas vu le MeToo, etc. Et on voulait plutôt étouffer ce genre d'histoire. Et on ne m'a pas autorisé à aller au-delà dans l'investigation et dans le soin à apporter à cet enfant. Et ça, pour moi, ça reste un échec. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec une invitée exceptionnelle, Brigitte Hérault et son livre Un chemin de femme. Brigitte, la musique de Près du cœur. C'est beau? C'est beau. Votre cœur aussi? C'est magnifique et c'est touchant. Vous savez, je sors de la folle journée, dimanche dernier, là. Oui. Et j'ai eu ce type d'émotion. C'était tellement merveilleux de pouvoir revivre enfin cette communion à travers la musique et avec tous ceux qui étaient là. C'est un beau langage, la musique. Oui, absolument. Universel. Voilà, oui. Ouais. Ça peut toucher tout le monde. Ouais. Dites-moi, on va revenir plus terre à terre, l'achat d'une maison à Saint-Herblain, et puis, par amour ou par obligation, je ne sais pas, vous militez au Parti socialiste, et ça a été par amour. Quand vous vous êtes dit, Jean-Marc entre en politique, je vais le suivre.
Difficile de faire la part des choses, en fait. Oui. Hein, mes convictions de femme de gauche étaient déjà là, bien évidemment. Mais peut-être que j'aurais pu faire autre chose que de la politique. Et je voulais absolument que nous ayons un terrain commun, un terrain d'entente avec Jean-Marc et que je me devais d'être au même niveau d'information que lui. Et donc, effectivement, j'ai adhéré au Parti socialiste en même temps que lui en 1971. Et il vous fallait un engagement quand même, très fort. Bien sûr, bien sûr. Et puis, j'avais découvert, grâce au MRJC, une grille d'analyse marxiste. C'est assez étonnant, hein, mais c'est en fait le MRJC, Mouvement rural de jeunesse catholique, qui m'a permis d'analyser les dysfonctionnements de la société. Et à partir de cette analyse-là, je me suis dit, il faut aller au-delà, il faut se donner les pouvoirs de changer la vie pour tout le monde, pour les plus humbles, et d'où l'adhésion au Parti socialiste. Et ça, c'était ma conviction, effectivement, très forte. Changer la vie, c'était un peu aussi votre parcours d'élu de conseillère générale aussi. Oui. Ça a été le motif aussi, quelque part. Oui, j'ai été élue à 32 ans, donc conseillère générale, aujourd'hui on dirait conseillère départementale. Ça a été pour moi une étape importante dans ma vie. J'ai dû batailler ferme pour m'imposer au niveau politique, parce qu'à l'époque, la femme, en 1982, il y avait très peu de femmes qui accédaient à des responsabilités politiques à ce niveau-là. Et pour ne pas être contestée, puisque j'avais toujours ce souci de ma légitimité, j'avais demandé un vote à bulletin secret. Pour que je n'apparaisse pas comme, parce que je suis la femme d'eux, j'ai droit à me représenter. Donc, j'avais été élue d'abord par les militants. C'est pas mal, là. Oui. Oui, c'était une exigence, mais je pense qu'elle était... ça me permettait de partir sur des bases très saines et d'éviter les polémiques. Alors, avec les enfants, on fait comment ? Compliqué. Compliqué, et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, l'expression n'est pas de moi, hein, le fameux plafond de mer. Il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le plafond de mer. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la femme, à l'époque, c'était à la femme d'assurer le quotidien et toute la charge mentale de l'éducation des enfants, des réunions avec les parents, avec les professeurs, pardon, et puis toute la charge matérielle aussi, hein, de remplir le frigo, de faire les lessives, etc., reposait sur la femme. Donc, il fallait mettre 3 journées, je disais, dans une, c'est-à-dire j'avais aussi ma profession. Je suis restée professeur. Oui. J'ai tenu à être en permanence quand même, à la fois élue, mais aussi engagée dans la vie professionnelle, parce que ces deux fonctions se nourrissaient l'une l'autre. Il y avait des grands dossiers à l'époque Oui, il y avait des grands dossiers, notamment de contournement enfin, parce qu'on voulait faire des grandes rocades et ce n'était pas forcément les options qu'il fallait prendre. Ouais. Et donc, c'était des dossiers locaux. Hein. J'ai lutté, par exemple, pour obtenir la gratuité des bacs, puisque mon canton, c'était Saint-Herblain-Ouest et Indre. Et donc, j'avais le bac qui traverse la Loire et j'ai beaucoup travaillé à ce qu'il y ait la gratuité. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, oui, parce que ça permet de toute façon une continuité dans les transports en commun au niveau du territoire. Les gens se calment aussi en prenant le bac, c'est la croisière, disons. Oui, ça donne un petit air de vacances déjà. Vous êtes intervenu avec les filles de Chantelle aussi ? Oui, alors c'était l'époque où il y avait énormément pour elles de lutte sociale pour avoir de meilleures conditions de travail et surtout un meilleur salaire. Et elles n'arrivaient pas à avoir contact avec leur direction. Nous sommes montés ensemble dans le car à Paris pour rencontrer la direction. Enfin, nous les soutenions vraiment. Elles étaient en grève, notamment au moment de Noël. Et elles ont eu un courage extraordinaire. Et elles agitaient le chiffon rouge. Ça vous a touché, ça? Ah oui, absolument, absolument, parce que en fait, on a toujours été tous les deux extrêmement vigilants à rester proches des gens du terrain et se nourrir des luttes des gens et les accompagner dans ces luttes. D'accord. 1986, femme de député,
1989, femme de maire de Nantes, c'est quelque chose. Il y a des risques. C'est un métier à risque, tout ça. Et puis, pour la femme, c'est difficile parce qu'il y a le stress, peut-être la déprime, la jalousie, les sourires à distribuer, je ne sais pas. Pas de temps libre. Ça se passe comment ? Oui, ben vous avez bien résumé la situation. Il y a des moments extraordinaires de joie, de bonheur, de partage, mais il y a aussi des contraintes. Ouais. Et effectivement, les électeurs ne sont pas toujours conscients de ces contraintes. Ils imaginent que voilà, vous accédez à un statut particulier, que vous jouissez de facilités. C'est vrai qu'il y a aussi quelques facilités. Vous avez un chauffeur, le maire a un chauffeur. Mais franchement, il faut quand même être en permanence disponible, et proche, souriant, proche. Ouais. Et vous avez à toujours essayer de mettre au bon endroit le curseur entre les obligations familiales et les obligations politiques. Ouais. Et ça, c'est pas joué d'avance. Et il faut pas. Nous avions envie de créer un pôle familial extrêmement solide qui nous ressourçait, on en était bien conscient, mais ça voulait dire qu'il ne fallait pas négliger les enfants et qu'il fallait faire la part des choses aussi, tout en étant en permanence sur le terrain, parce que les week-ends, vous êtes aussi sur le terrain, vous rencontrez les associations, vous allez aux rencontres sportives, aux rencontres culturelles, etc., aux manifestations sur les monuments aux morts. Et effectivement, nous avions souvent nos deux petites têtes blondes qui nous accompagnaient. Et ça ne les a pas traumatisées, je ne pense pas, même si elles auraient quelquefois préféré avoir leurs parents un petit peu plus souvent disponibles. C'est pas toujours facile, parce qu'on n'a plus de vie à soi, quoi. Oui, il y a quelques sacrifices quand même, parce que, nous aurions aimé peut-être faire un petit peu plus de balades familiales, avoir plus de temps pour la culture, mais comme nous étions enseignants, Jean-Marc après a arrêté l'enseignement, mais nous avons démarré en tant qu'enseignants, nous avions pris l'habitude de nos petites vacances et des vacances d'été, et nous sommes toujours restés très vigilants à nous accorder quand même ces moments de détente en famille pour justement se ressourcer, comme je le disais tout précédemment. Avec le camping-car. Avec le fameux camping-car qui a été un peu la risée des Parisiens, mais qui était pour nous notre espace de liberté, parce que là, au moins, nous n'étions pas soumis au regard des autres. Nous étions vraiment nous-mêmes, à partir du moment où, d'ailleurs, je le dis, où Jean-Marc était au volant de son camping-car, c'était un autre homme. Ouais. Oui, vraiment. Les Parisiens, ils vont y revenir, puisqu'ils viennent maintenant en Bretagne. Oui, maintenant, ils en achètent. Ils viennent en campagne. Oui, absolument. Vous avez donné l'exemple. Avec le confinement, là, il y a une aspiration à cette liberté. Oui. Dites-moi, Brigitte, il y a eu comme aussi des grands moments, la construction du mémorial de l'abolition de l'esclavage. Oui, ça a été, fort, une fidélité à l'histoire nantaise aussi. Oui. Il fallait regarder en face le passé, ne pas en avoir peur. Et le précédent maire, avant 89, avait interdit une manifestation, puisque c'était le tricentenaire du Code noir. Ouais. Et il y avait des associations, Mémoire d'Outre-mer, qui luttaient pour faire connaître ce Code noir. Et Michel Chauty, paix à ses cendres, était opposé à cette évocation, disant que ça allait faire mal aux familles de négriers nantais. Et en fait, nous avons eu cette opportunité-là, avec cette association, de vraiment faire ce travail de mémoire qui est essentiel si on veut aboutir à un mieux vivre ensemble encore aujourd'hui. Mais c'est courageux. Oui, c'était courageux parce que je vous dis, il y avait des oppositions et le travail a été productif. Et ce mémorial, et j'invite tous vos auditeurs qui ne le connaissent pas à aller voir, c'est un parcours méditatif avec des textes sur l'esclavage et sur la liberté qui est vraiment magnifique et qui est le seul en France pour l'instant. Oui, c'est ça, c'est beau. Et Jean-Marc maintenant continue ce combat puisqu'il est président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ouais. Vous avez connu une grosse fatigue, ça? Toujours la pêche, non? Vous faites allusion à mon AVC, peut-être? Je ne sais pas. Non, pas obligatoirement. Non. Oui. En tout cas, je vais parler de l'AVC puisque j'en parle. L'AVC a été pour moi un moment que j'ai connu tardivement, c'était en 2017. Oui. Ça a été un moment déclencheur de ce travail de mémoire, puisque nous parlons de travail de mémoire. Je me suis dit, le fil de la vie peut être rompu du jour au lendemain, donc il faut
que je laisse une trace de ce parcours atypique à mes petits-enfants. Et le livre. Et le livre, donc. Et puis, sinon, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi vous faites. Non, je pense que la vie politique comme ça doit être épuisante. Ah oui, oui, bien sûr. Et puis, elle est épuisante et elle vous met aussi face à vos propres limites. Et à un moment, j'ai eu besoin de me dégager de ce sentiment d'illégitimité dont je parle un petit peu à travers tout mon parcours. Ce fameux complexe de l'imposteur qui fait que vous changez de classe sociale et que vous êtes très mal à l'aise par rapport à, ce changement, hein, parce que vous avez l'impression de trahir le milieu d'où vous venez et vous n'êtes pas forcément accepté et vous ne connaissez pas forcément les codes du milieu dans lequel vous arrivez. Alors, le 15 mai, on est dans la cour de Matignon et Jean-Marc est Premier ministre. Ça vous fait quoi ? Eh bien, curieusement, je ne suis pas paniquée du tout et je suis très heureuse d'abord, flattée qu'il en soit arrivé là. Je pense à mon fameux grand-père dont on parlait tout à l'heure et je me dis mais qu'est-ce qu'il serait heureux s'il nous voyait ce jour-là précisément sur le pavé de Matignon. Ouais. Et en fait, pourquoi je suis à l'aise dans mes baskets, si vous me permettez l'expression, à ce moment-là, c'est parce que j'ai fait tout un travail sur moi. Je parlais de ce complexe de l'imposteur. En fait, j'ai fait 2 ans de psychanalyse parce qu'en 2005, il était question que Jean-Marc, peut-être en 2007, avec Ségolène Royal, puisse devenir Premier ministre. Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Je l'ai accompagné jusque-là. Mais moi, femme de Premier ministre, non, c'est pas possible. Et je me dis, que faire ? Je ne peux pas renier lui briser les ailes. Il faut absolument que lui continue la carrière telle qu'il l'entend. Mais moi, je ne peux pas l'accompagner dans l'état actuel. Donc, je travaille. Et je m'allonge sur le divan et je comprends qu'en fait, c'est le regard paternel qui m'a manqué, justement, valorisant. C'est le regard du paysan qui était trop prude et trop... voilà. Et du coup, ayant réparé cet enfant en moi-même, je peux accepter l'idée d'être à ma place à Matignon. Ça vous a aidé, ça ? Ça m'a aidé, ah oui, vraiment beaucoup. Et alors, compliqué, femme de Premier ministre, parce qu'il y a les journalistes, les médias, les paparazzis, ça doit être l'horreur. Oui, c'est très compliqué. C'est pas l'horreur, mais c'est très compliqué. C'est compliqué, surtout pour moi. Je pense que Jean-Marc, lui, il était bien dans son élément et voilà, il était content d'être Premier ministre. C'était un honneur pour lui. Et il savait que la tâche allait être rude, mais il l'acceptait. Et moi, je découvre la férocité du combat politique à Paris. Parce qu'à Nantes, ou à Saint-Herblain, quand il était maire de Saint-Herblain, après à Nantes, en fait, nous avions ce qu'on appelle le feedback des gens que l'on croisait et qui étaient contents du travail que nous faisions. Oui, ils voyaient. Et donc, c'était très valorisant. Et arrivé à Paris, on met en doute vos capacités, on met en doute votre adaptation. Enfin, il y a vraiment un héros bashing, hein, selon l'expression consacrée, qui est très difficile. Et alors, moi, vraiment, ce mépris affiché pour des gens qui viennent de la province et qui voilà, ne sont pas passés par l'ENA, mais est insupportable. Les paysans. Oui, les paysans. Oui. Ouais. En plus, ça me renvoie à ce sentiment d'illégitimité. Là, Vous avez fait de belles choses. Il y a eu les Philippines aussi, l'aide aux Philippines, avec la fondation Virlani, c'est bien ça ? Oui, ça a été un grand moment, une belle rencontre. Ouais. Oui, vous vraiment, en fait, c'est l'association de Virlani permet à des enfants qui normalement seraient sur la décharge à trier les ordures de les protéger, de leur offrir de quoi manger, un toit et surtout une éducation. Et c'est un travail absolument magnifique et c'est très émouvant. Effectivement, je l'ai découvert parce qu'à chaque fois qu'il y avait un voyage officiel que je devais accompagner mon mari, je demandais à voir le travail des ONG sur le terrain
pendant que lui était dans ses rencontres bilatérales. Et ça a été vraiment pour moi, ça m'a chamboulée et je reste en lien bien évidemment avec eux. Vous avez été la marraine du réseau Mona Lisa aussi. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, Mona Lisa, en fait, c'est un acronyme pour la mobilisation de lutte contre l'isolement des personnes, des âgés. Et c'est la ministre de l'époque, qui s'appelle Michel Delaunay, oui, qui avait eu l'idée de créer un réseau, de mettre en réseau toutes les associations qui œuvraient déjà à cette rupture de l'isolement des personnes âgées. Et le responsable était Jean-François Serre, qui était originaire des Petits Frères des Pauvres, mais qui là dirigeait ce réseau. Ouais. Et nous avons vraiment œuvré à travers tout le territoire national pour mettre en activité tout ce réseau. Ah ben, ça en fait des choses, mais il y a eu autre chose avec les jeunes de Clichy. Oui, parce que en fait, j'avais gardé ce souci constant de l'émancipation des jeunes de milieux défavorisés. Oui. Et arrivé à Matignon, je cherchais un engagement qui donne du sens à ce que j'avais fait et qui était dans la droite ligne de tout ce que j'avais fait précédemment. Oui. Et là, j'ai réussi, grâce à un conseiller qui m'a été précieux, qui s'appelle Hakim Kelaf, à trouver cette association Permis de vivre la ville à Clichy, qui est un chantier d'insertion pour les jeunes par le numérique. Et ce sont des jeunes qui sont un peu cabossés par la vie, qui ont eu un parcours scolaire un petit peu hésitant et à qui on redonne une deuxième chance et ils font des choses extraordinaires. Et avec eux, j'ai pu faire notamment la carte de vœux de Matignon. Et c'était assez étonnant parce qu'on a pu faire venir ces jeunes dans Matignon. Alors évidemment, ils n'avaient pas forcément les codes adaptés, mais ils ont découvert un milieu qui était différent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut ouvrir tous ces jeunes de quartier à des réalités différentes. Et ça a été une très très belle rencontre. Et après, ils sont venus installer moi, je suis allée installer à Clichy avec eux des nichoirs pour oiseaux dans un tout petit square perdu dans les tonnes de béton. Et ensuite, ils sont venus, eux, installer un nichoir et mangeoire dans le parc de Matignon. Et ça a été là vraiment très symbolique parce que je voulais aussi, avec Jean-Marc, nous voulions absolument faire en sorte que ce palais de la République soit ouvert au plus grand nombre et à tout le monde, quel que soit le niveau social. Il y a eu Andy Cirque aussi, il y a eu les graphes à Matignon, les graphes à Matignon. Il a fallu que je bouscule un petit peu, oui, effectivement. C'est le monde à l'envers. Oui, mais j'ai toujours été très, très intéressée par le street art, l'art de la rue. Et quand je suis arrivée à Matignon, effectivement, j'ai d'abord découvert la galerie de Galizia, et qui fait la collection de tous ces œuvres de graphes. Et j'ai pu les faire venir à Matignon, les accrocher au mur dans les belles tentures de Matignon. Et il a fallu bousculer un petit peu quand même le personnel qui n'était pas habitué à ce genre d'initiative. Eh ben, dites donc. Mais ils l'ont fait avec bonheur. Une fois convaincu, tout le monde était vraiment main dans la main et c'était génial. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec une invitée exceptionnelle, Brigitte Hérault, et son livre Un chemin de femme. Un chemin de femme, votre livre et votre vie, Brigitte Hérault. On va revenir au terre à terre. Il y a eu les affaires aussi qui vous ont beaucoup marqué, les bonnets rouges, enfin plein de choses. Enfin, beaucoup marqué. Vous êtes une personne quand même qui est forte, qui s'est préparée aussi à tout ça. C'est habituel, toutes ces affaires. Ce sera tout le temps. C'est un peu... oui, c'est compliqué de répondre à cette question. Ouais. Mais...
C'est épuisant. Enfin, le mot affaire est déjà ambigu, donc c'est vrai que la politique est un combat. Oui. Hein, c'est une question de rapport de force, oui. donc il y a très souvent un gagnant et un perdant, Oui. et c'est humainement exigeant et parfois difficile, notamment quand il y a une défaite. C'est vrai que l'homme étant ce qu'il est, il y a aussi des guerres d'ego qu'on retrouve beaucoup dans les situations de pouvoir, du narcissisme, des guerres de territoire, on défend son précaré, c'est vrai que j'ai souffert de ça, parce que je trouve que c'était une dépense d'énergie inutile et qu'on aurait été tellement bien dans l'union à tout sevrer pour la bonne cause. On ressent ça dans votre livre. Votre livre, il est très fort, il est plein de précision, il est plein d'émotions. On vit vraiment avec. Alors, on arrive au lundi noir, Jean-Marc, il n'est plus Premier ministre, mais il y a quand même une belle lueur du petit Léo, 8 ans, petit-fils de Jean-Marc, et qui lui écrit ces mots. C'est beau. Je sens dans mon cœur que toute la France te remercie, tout plein. Tu nous as apporté beaucoup de bonheur. Merci encore, Léo, 8 ans. Ça vous fait, ça fait du bien? Ah oui, mais c'est effectivement extrêmement touchant et c'est aussi le gage que quelque part, on a réussi par le dialogue à entraîner aussi nos enfants et nos petits-enfants dans cette belle aventure. Ils nous ont accompagnés de façon, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Ouais. Et en fait, ils sont tous extrêmement sensibles, chacun à sa manière, bien évidemment. Et on a été très forts de cette force qu'ils nous ont apportée. Dans les moments difficiles, notamment là, quand il a été viré, entre guillemets, de Matignon. Mais il y a la famille du papy terrien. Hein, c'est la famille, c'est important encore et toujours. On retrouve toujours ces bases, effectivement. C'est le lien, c'est ça. Vous avez dit dans votre livre, Brigitte Hérault, les gens s'intéressent à la politique que si la politique s'intéresse à eux. Oui. Eh bien, oui, c'est très important. Parce que il faut pas que ce soit de la politique en chambre, quoi. Il faut vraiment être sur le terrain. Et je pense que là, s'il y a un désaveu des politiques actuellement, s'il y a un discrédit de la politique, c'est peut-être parce que justement, les politiques ont un peu coupé ce lien direct avec les gens. Et aujourd'hui, on est très prisonnier des réseaux sociaux. On est très prisonnier du zapping permanent et en fait, les gens n'ont plus conscience d'être dans une aventure collective. C'est chacun pour soi, c'est de l'individualisme, c'est en étant présent sur le terrain qu'on peut redonner aux gens cette confiance dans la politique. La société manque d'amour actuellement. Ah oui, je pense. Ouais. Je pense. Il y a des grands moments quand même de solidarité. On l'a vu pendant le confinement. Mais il y a aussi beaucoup d'individualisme et cet individualisme casse quand même cette dynamique collective. Vous dites aussi tout va vite, tout va trop vite. Oui. Et c'est bien un problème extrêmement préoccupant pour la politique, puisque, en fait, il faudrait, pour que les gens adhèrent à la politique, il faudrait qu'ils aient conscience vraiment d'un chemin, puisque le terme est consacré dans mon livre, d'un chemin commun qui mène à un but aussi commun. Et en fait, il faut pour cela avoir le temps d'expliquer les enjeux, le pourquoi, le comment, etc. Et aujourd'hui, on est dans la course à l'audience. On est dans le zapping, je le disais tout à l'heure, permanent. C'est les fameuses chaînes 24 heures sur 24 qui font qu'il faut un scoop, toujours, un scoop en chasse un autre. Et on n'a pas le temps de ce travail pédagogique de remise en perspective des choix politiques. On n'est plus dans l'humain. On n'est plus dans l'humain. Oui, en quelque sorte, oui. Ouais. Oui.
Brigitte Hérault, l'émission se termine presque. Apprendre, faire apprendre le chemin de la vie. Merci Brigitte Hérault pour votre chemin de femme. Merci. Sous le soleil, la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé. Il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, faire aussi partie du nombre, pouvoir enfin sortir de l'ombre. Comprendre combien la vie peut être belle et se mettre à compter pour elle, faire la somme de sa différence et se soustraire à l'ignorance. Brigitte Hérault, merci d'être venue sur l'antenne de Radio Fidélité pour votre grand voyage, le chemin de femme. Un beau cadeau du magazine Sélection du Radar Digest, vous là. Avec Jean-Marc, les voyageurs, les grands voyageurs, on va vous offrir un très beau livre, Les plus beaux villages de France. Oh, magnifique. vous. Merci. Voilà. Merci mille fois. De la part du magazine Sélection et la chanson d'Yves Duteil aussi, notre ami. Apprendre. Qui résume toute ma vie, effectivement. Cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier. C'est plonger vers sa liberté.